toi, Lorna, effectivement, à entendre ta communication, on retrouve vraiment ce qui s'est passé, moi, dans le procès d'Yves Laval, son environnement, comment l'enquête a été menée, et chef d'inculpation. Tout ça, on le retrouve dans ce procès. On aura le temps tout à l'heure d'y revenir et d'approfondir la discussion, qu'elle soit politique et juridique à la fois, sur le procès. Sans transition aucune, donc on donne la parole à la salle pour des questions, pour un échange, et celui qui veut intervenir, qui demande la parole, je vous remercie. Alors moi, j'aurais voulu revenir sur ce que le monopole de la violence d'État. Moi, j'ai l'impression qu'il est vraiment grand temps que les spécialistes se penchent sur la question, parce qu'il y a vraiment une méprise historique, à savoir que Max Weber, quand il a parlé du monopole de la violence d'État, c'était pas du tout pour la justifier. Et il en faisait le constat, mais il était loin de la justifier. Et à partir de là, il me semble que un malentendu historique est transmis de génération en génération, si bien qu'on accepte que l'État applique une certaine violence. Donc je l'entends partout. Je l'entends y compris de spécialistes, mais il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. C'est que c'est pas du tout pour justifier, Max Weber ne l'a pas du tout dit dans ce sens-là, c'est-à-dire justifier que l'État ait le monopole de la violence, mais il en faisait le constat, il était loin de la doubler. Merci. Merci beaucoup pour cette prise de parole. Alors, je vais me permettre de rebondir effectivement dans la lignée de ce qui a été dit. Max Weber, donc, dans son monopole de la violence légitime, doit être, donc c'est un concept intellectuel, universitaire, qui doit être remis un peu dans le contexte de nos sociétés actuelles, par exemple nos démocraties libérales, qui ne prennent pas seulement ce concept-là de violence, monopole d'État de la violence légitime, mais bien à remettre en perspective. Il est important de remettre dans un autre contexte, à savoir la présence du droit, et notamment du droit international, qui lui-même se fonde sur la préservation et la protection de la dignité humaine. C'est-à-dire que l'État, dans son monopole de la violence légitime, n'a pas juste à utiliser et à instrumentaliser ça. Sinon, on bascule effectivement vers soit une démocratie libérale, voire une autocratie, etc. Ça, c'est clair, net et total. Et c'est bel et bien, comme vous le disiez, une excuse qui va être utilisée par ces États-là en disant, quelque part, on a l'excuse d'un intellectuel, Max Weber, qui a pensé ça, il l'a mis sur papier, etc. Non, c'est bel et bien mettre en lien avec d'autres garde-fous démocratiques qui sont donc le respect du droit, de l'état de droit et de la dignité humaine. Je suis absolument d'accord. Néanmoins, c'est dans un débat philosophique ce matin. Je considère que je vois que quelqu'un est en train de se faire dérober quelque chose dans la rue, je vais appeler la police plutôt que d'aller tirer sur la personne. Voilà. Donc, c'est un progrès, cette idée, à la condition, en effet, que l'État lui-même ne soit pas au-dessus des lois, et qu'il s'en faut plus que de garde-fous. Le principe. Hassan, je pense que je peux parler d'ici sans... D'abord, merci pour ce brillant exposé. Et je voudrais revenir vraiment de petits éléments de réflexion, à la fois sur ce qui a été dit par Yves Laval et puis par ces dames qui nous ont appris plein de choses. Yves Laval parlait tout à l'heure justement de comment on a voulu faire de l'assassinat abject de Jamal Ben Ismail
l'arbre qui cache la forêt par rapport aux autres crimes, à l'ensemble des crimes. Cela m'a rappelé une citation de mon professeur de psychosociologie, Eugène Enriquez, qui disait que quand la horde s'installe dans l'État, la société devient en état de horde. Et donc, j'ai vu une espèce de symétrie, soit politiquement volontaire, soit psychologiquement volontaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'il y a une espèce de symétrie entre l'assassinat de Garmah Massinissa dans une gendarmerie, où c'était clair effectivement qu'il y avait la horde de l'État qui a assassiné ce jeune homme et qui a évidemment abouti à ce que chacun sait. Et puis, cette volonté, consciente ou inconsciente, de dire que voilà, la société aussi assassine. Donc on a habillé effectivement ce crime-là de Front National en accusant, grosso modo, la société de devenir une horde, comme l'a été l'État. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est par rapport aux exposés qu'on vient d'entendre, et d'où j'ai appris beaucoup de choses, mais un élément de réflexion. Florence avait dit qu'il y avait une espèce de banalisation de la peine de mort, et que même dans les sociétés où ça a été aboli, souvent on revient, le débat revient, et on se pose la question de la justesse, justement, de cette abolition. Moi, je pense que peut-être cette banalisation est due aussi au fait qu'il y a des peines de mort collectives. Quand on sait qu'on parle beaucoup, effectivement, de l'Iran, de la Corée du Nord, de la Chine, etc., donc pratiquement toutes les semaines dans la presse occidentale, on oublie souvent les peines de mort collective, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité. Au point où, effectivement, ces crimes-là, étant banalisés, étant même acceptés, justifiés. On a entendu, par exemple, ce qui se passe en Palestine, on a entendu des journalistes, on a entendu des hommes politiques, etc., justifier l'injustifiable. Banaliser, mais alors à un point inimaginable, à un point où on inaugure en quelque sorte, une fois de plus, la décivilisation, ce qui devait être une frontière entre l'humain et l'inhumain a été abolie. On a aboli cette frontière-là. Et donc, moi, je me pose juste cette question-là, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des ONG, comme il y a des ONG contre la torture, contre la peine de mort, des ONG contre le crime, contre l'humanité, les crimes de guerre. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette prise de parole. Alors, avant de répondre à votre question, je voulais juste faire un petit point de distinction qui me semble important, qu'on utilise les bons qualificatifs pour qualifier les bonnes réalités. Juste un dernier mot, excusez-moi, parce que j'observe que les pays qui ont aboli la peine de mort sont peut-être les premiers à commettre les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Je vous remercie. Excusez-moi de l'interruption. Alors, d'accord. C'est juste un élément de réflexion. Bien sûr. Donc, je vais y répondre avec grand plaisir. Alors, il faut bien distinguer ce que vous appelez, donc, reprenez-moi si je me trompe, peine de mort collective. C'est ça le terme que vous avez. D'accord. Alors, il faut faire attention, quand on utilise le terme peine de mort, ça rentre bien dans le cadre légal. Quand je dis légal, c'est-à-dire pris dans un système judiciaire où il va y avoir une loi qui va encadrer la peine de mort pour ci, pour ça, etc. Ce qui fait que lorsqu'on parle, par exemple, d'exécution extrajudiciaire, on ne parle pas forcément de peine de mort directement, c'est bien quelque chose de différent. De même que non, c'est pas un jeu de mots. En fait, juste, on se base sur certains termes pour pouvoir être d'accord collectivement. On parle de ça, parce que si on qualifie mal des choses, on va pas très bien se comprendre. Donc,
quand on utilise le terme peine de mort, que ce soit en France ou ailleurs, c'est-à-dire en matière légale, c'est-à-dire un terme commun à tous, on parle bien de quelque chose qui est ancré dans le système judiciaire. Ce dont vous parliez est très intéressant comme réflexion, c'est le cas des exécutions extrajudiciaires dans le cadre de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, etc. Dans tous les cas, ce sont des crimes. Ce qui fait qu'il peut y avoir, effectivement, on peut un peu confondre, mais l'objectif là, c'est essayer de rappeler la différence, la distinction entre les deux. Donc vous parliez des peines de mort collectives, ce qui en fait est plus qualifié d'exécution extrajudiciaire ou alors de crimes internationaux, crimes d'agression, crimes de guerre, crimes internationaux et crimes de génocide. Alors, votre question c'était, y a-t-il des ONG qui se spécialisent là-dessus ? Oui, voilà. Oui, il y en a. Il y en a même beaucoup et tant mieux. Ça montre que la société civile est engagée et qu'elle ne se laisse pas faire face à l'arbitraire et la violence de ce que peut faire le pire des dirigeants, et pas que. Alors, je dirais peut-être pour répondre à votre question qu'il n'y a peut-être pas, à ma connaissance, d'ONG directement spécialisées dans le crime de guerre, c'est-à-dire spécialisées dans un type de crime international. Ça va plus être des ONG qui vont être spécialisées sur les droits humains en général, parce que lorsqu'on parle de crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou crimes de génocide, en fait, c'est qualifié de crime parce que ce sont des violations des droits humains qui répondent à des logiques spécifiques et qui sont encadrées par le droit international, plusieurs conventions internationales. Par exemple, Amnesty International, que je connais plutôt bien, et je vais me baser sur cet exemple-là pour éviter de dire des bêtises. Amnesty International est donc une ONG de préservation et de protection des droits humains. Elle va se baser sur le droit international, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, de 48, mais d'autres conventions internationales qui, elles-mêmes, toutes répondent à cet objectif, cet impératif de respect de la dignité humaine. Elle va qualifier, par exemple, je vais qualifier ça d'actes, c'est fait exprès, les actes commis en Palestine de génocide. Au départ, on était passé donc sur crime de guerre, il y a même eu le crime d'apartheid qui a été qualifié en 2018, il me semble, par l'ONG, et qui ensuite, au vu des événements, quand il va y avoir assez de preuves, ça ne veut pas dire que ça n'était pas avant, mais que l'ONG avait besoin de temps pour réunir toutes les preuves et là dire c'est bon, on se base sur des choses de concret réel, va qualifier ça de génocide. Donc oui, il y a bel et bien des ONG qui sont engagées sur des crimes spécifiques. Ou alors, donc ça ce sont les ONG comme Amnesty International qui vont s'engager sur les droits humains en général. Il y en a certaines qui vont s'engager sur des situations précises dans un pays. Par exemple, il va y avoir Iran Human Rights, avec qui Ensemble contre la peine de mort, donc mon ONG, travaille très souvent. Elle va vraiment se concentrer sur les crimes perpétrés par les autorités iraniennes en Iran, mais aussi à l'extérieur. Parce qu'effectivement, la violence et l'inhumanité de ces pays-là, mais ils sont pas seuls, et là je vous rejoins, ne s'arrêtent pas à leurs frontières. Et enfin, le dernier point que vous aviez traité, me semble-t-il, c'était cette banalisation de la violence. Alors, je vais éviter de partir dans le débat philosophique parce que c'est peut-être pas le sujet de la conférence aujourd'hui. Donc, promis, je vais pas commencer à vous parler d'Hannah Arendt, même si j'en meurs d'envie, et son concept de banalisation de la violence. Et oui, on remarque qu'il y a, mais c'est pas, enfin, dans toutes les sociétés, il peut y avoir une banalisation de la violence. Ça, c'est quelque chose qui se remarque énormément, mais ça ne veut pas dire que dans le cadre de crimes, il n'y a pas des voix qui se soulèvent contre ces crimes-là. Je vais vous prendre un exemple qu'on connaît bien qui est celui de la France. Je ne vais pas m'aventurer à d'autres pays, ce serait peut-être un peu trop compliqué parce que ce sont d'autres contextes. Dans le cas de la France, oui, il y a des discours qui vont banaliser la violence, envers les juifs avec l'antisémitisme, envers l'islam ou les personnes associées à une ethnie comme arabe, alors que bon, c'est bien plus vaste. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'Amazirs ici pour le savoir. Et donc, ces crimes-là, cette violence-là va être banalisée par certains discours. Et justement, l'objectif des ONG, de la société civile, mais normalement aussi des États, c'est bien de lutter contre cette banalisation-là. Et c'est pas que les États qui ont aboli la peine de mort, pour répondre. Oui, il y en a.
par exemple, la France qui a banalisé certains crimes et qui ensuite commence un petit peu à se réveiller, notamment sur les crimes qui ont été perpétrés en Algérie, et ça reste encore assez difficile de qualifier ça de crime contre l'humanité. Alors qu'effectivement, le crime de colonisation est un crime contre l'humanité. Il y a eu l'esclavage avec la loi Taubira, qui a enfin été reconnu comme crime contre l'humanité. Mais oui, c'est un processus long. Et quelque part, la nature du régime en question a un impact, mais ce qui va avoir l'impact beaucoup plus important, c'est bien la mobilisation des citoyens, de sensibilisation de ceux-ci et de travail avec les acteurs locaux. C'est par exemple ce que fait le CPM pour sensibiliser sur la peine de mort dans tous les pays, abolitionnistes comme rétentionnistes. J'espère avoir répondu à votre remarque. Oui, plus rapidement. Moi, je suis venue participer à un débat sur la peine de mort, et je ne suis pas venue participer à un débat sur ce qui s'est passé à Gaza. Donc, pour moi, c'est de l'instrumentalisation. Votre propos, c'est de l'instrumentalisation. Merci. Je suis désolée, je le connais très bien au sein de la coalition mondiale. Nous avons tous les trimestres un comité de pilotage. Tous les trimestres, la coalition tunisienne essaye de convaincre les membres du comité de pilotage qu'il faut faire passer un texte pour dénoncer le génocide à Gaza. Ok, mais ça n'a pas de rapport avec notre sujet. Alors, je recommence avec ce qui faut distinguer. Alors, moi, je suis juriste, d'accord. Donc, je distingue. Il y a la question de la peine de mort. La peine de mort, c'est une sanction qui est infligée au terme d'un procès contre une personne, et comme je l'ai dit, ce n'est pas interdit par le droit international, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Mais merci quand même pour l'accusation d'instrumentalisation. Je vous le dis que quand je suis invitée à à parler sur la peine de mort, je ne suis pas, si vous voulez qu'on parle du conflit israélo-palestinien en commençant par ce qui s'est passé le 7 octobre 2023, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas le même débat. En revanche, là où c'est intéressant, où ça devient intéressant, c'est en effet d'aller voir ce qui se passe quotidiennement sur ces questions, c'est que les militants, la communauté abolitionniste, etc., s'agitent, se mobilisent depuis le début du mois de février, parce qu'il y a un projet de loi en Israël. Israël est un pays qui est abolitionniste, pas pour tous les crimes, pour les crimes de droit commun. Et à l'heure actuelle, il va y avoir un débat devant la Knesset pour rétablir la peine de mort en matière de terrorisme. Donc oui, il y a un vrai sujet. La Palestine, en revanche, est un État rétentionniste qui applique la peine de mort. Donc oui, on peut discuter de la peine de mort dans ce contexte. Et je souscris à tout ce qui a été dit par Lorna. J'ajouterai juste un point en matière de génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre. Le statut de Rome, qui est justement le statut qui instaure la Cour pénale internationale pour ces crimes dits les plus graves, ne prévoit précisément pas la peine de mort pour ces crimes. Donc là aussi, il y a quelque chose d'intéressant à voir. J'ai dit que c'était des éléments de réflexion et on m'accuse de l'instrumentalisation. Pardon. Merci. Donc, je voulais juste une précision. Il n'est pas question de parler de Gaza ici, mais si on commence à parler de Gaza, on ne commence pas au 7 octobre. On commence bien avant. Excusez-moi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. C'est une précision très très importante. Je n'ai pas parlé de Gaza. Il y avait une autre question ? Oui. Je voulais soulever un point. Moi, je voulais intervenir sur l'aspect émotionnel qui est légitime, mais on voit qu'il est souvent instrumentalisé, c'est que par des pouvoirs politiques, etc., et appuyé, en même temps amplifié pour désigner soit des boucs émissaires ou pour voilà, par rapport à une situation politique donnée, comme on voit tout à l'heure le cas de l'affaire de l'Herbadat, comme on peut voir en Algérie, c'est la question aussi du foie, de viol, d'assassinat d'enfants. Donc il est amplifié et par moment on dit la peine de mort, de le rendre, en tentant de le rendre populaire, c'est une revendication populaire. Et de l'autre côté, comme il est amplifié, il est utilisé. Je crois que cette question elle est importante du point de vue de l'instrumentalisation
politique. Donc, on l'utilise. Il est brandi actuellement en Algérie. La peine de mort, elle est brandie comme menace à chaque fois, même sur des questions commerciales. Des fois, elle est brandie, on va exécuter, on va. Etc. Ils ne sont pas passés à l'exécution, mais il y a une menace qui pèse aussi, généralement, pour contrôler aussi la population, c'est-à-dire on brandit la peine de mort à chaque fois, même dans des activités économiques, etc. Et deuxième point, je voulais en parler, c'est que, comme argument par rapport aux gens qui soutiennent la peine de mort, je crois qu'il y a un aspect important que de dire, malgré de dire que on peut ne pas, on n'exécute pas quelqu'un, peut-être on risque de se tromper, il vaut mieux avoir quelqu'un en prison qui mérite une peine de mort que se tromper et exécuter un innocent. Donc je vais citer le cas de journaliste Noumbia Boudjamel, Philadelphie, qui depuis 42 ans, il est dans le couloir de mort. Donc, combien? Il est plus sous le coup d'une condamnation à mort. Oui, il a clamé plusieurs fois son licence au moment où il était au studio quand il y a eu l'assassinat du policier. Et il a risqué plusieurs fois d'être exécuté alors qu'il clamait son innocence. Voilà, merci beaucoup. On va essayer, s'il y a une autre question, de prendre une dernière question. Deux questions, Mohamed et Brahim. Et on termine. On prend les deux questions, et puis comme ça on va clôturer le premier panel. Mohamed. Je pense qu'il y a un problème d'approche. Si on adopte une démarche techniciste, si on se pose la question des conséquences de la peine de mort, est-ce qu'elle est révisable, est-ce qu'elle n'est pas révisable, je pense que cette démarche techniciste permet des approches différenciées et même des positionnements à géométrie variable, parce qu'on se couvre de la technicité du droit pour aborder un problème de société, un problème éthique, un vrai problème éthique. Wardia a eu raison de pointer la question du monopole de la violence, parce que la véritable question, c'est est-ce que l'État peut être fondé à donner la mort? Est-ce qu'aujourd'hui, dans n'importe quelle circonstance, est-ce qu'aujourd'hui, l'appréciation du droit, notre conception du droit, peut s'accommoder de la peine de mort? Parce que la peine de mort, elle a une historicité. Elle était dans les sociétés primitives. Elle s'est installée dans les conceptions religieuses, puisqu'il y a une théorisation, c'est Dieu qui donne l'âme, et si on n'est pas à la hauteur de l'âme qui nous a été offerte, elle peut nous être reprise au nom de cette même divinité, quel que soit son nom. Donc, à mon avis, la véritable question, c'est aujourd'hui, que doit être le droit? Est-ce qu'il peut attribuer, est-ce qu'il peut donner à une construction socio-juridique le droit d'ôter la vie? Et si on arrive à aborder la question comme ça, on va éviter les positionnements à géométrie variable. Là, non, là, c'est juste, là, c'est pas juste. Dans telles circonstances, on donne la mort, dans telles circonstances, on ne donne pas la mort, etc. Je pense qu'il faut arriver à un positionnement éthique et de principe de ce type. Bonjour, en fait, la peine de mort des auteurs, des philosophes ont abordé cette question, notamment dans Crime et Châtiment de Dostoïevski, et abordé clairement dans L'étranger de Camus, par exemple, littéraire, parce qu'en fait, Meursault a tué quelqu'un sur la plage. Quand on lui a dit pourquoi, il leur a dit parce qu'il y avait le soleil. Donc, voilà, la raison du crime n'a pas lieu d'être, on dirait, et il a été quand même condamné à mort. Donc la peine de mort donc je pense que la peine de mort elle existe depuis toujours chez nous, dans les trucs populaires, dans les marchés par exemple.
quand il y a un vol dans les marchés populaires, et c'est la population qui le poursuit, et le frappe jusqu'à la mort. Ça, c'est un truc violent, c'est l'exécution en fait populaire ou sociale même. Donc, au fait, c'est un sentiment qui existe parce que l'homme a besoin de restituer la justice lorsqu'il est victime d'un crime horrible, enfin d'un crime extrême. Et parfois, la victime n'est même pas là pour raconter donc la vérité de celui qui lui a ôté la vie. Donc après coup, est-ce que c'est le fait que la justice n'est pas juste, en quelque sorte, c'est la faille de la justice qu'on doit supprimer une sanction qui peut être dissuasive, ou alors il faut aller dans le sens de réparer la justice et de lui donner toute la souveraineté absolue, et aussi pour ce qui veut dire aussi la souveraineté des États par exemple, à assurer la sécurité du citoyen, de vivre dans une société qui est juste et qui protège contre toute forme de criminalité. Parce que, il me semble, puisqu'on banalise, si on veut, la violence, c'est parce qu'au fait, il y a quelque part une certaine souplesse et un certain laxisme dans la sanction, en fait, parce qu'il y a maintenant des gens ils vont en prison, ils passent leur peine dans le confort en quelque sorte, et puis quand ils ressortent, ils récidivent, en fait, finalement. Parce qu'en fait, il n'y a pas une solution qui peut freiner cet élan de criminalité. Voilà, c'est une question, c'est pas parce que je suis contre ou pro, mais c'est juste la question qui inquiète un peu. Dans le sens, comme ça, quand on regarde un peu les choses dans ce sens-là, est-ce que la peine de mort, c'est plutôt est-ce qu'il ne faut pas réparer la justice pour garder les sanctions, ou alors c'est supprimer la peine de mort? Est-ce que ça ne veut pas dire aussi que ça va laisser libre champ aux criminels qui tuent sans raison, parce que celui qui a tué, s'il n'est pas puni, il tuera, je pense. Voilà. Merci, Brahim. Ok. Écoutez, comme vous pouvez l'imaginer, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites. Ce qu'on a essayé de démontrer, alors on peut être en désaccord, et je trouve très bien qu'on ait aussi des oppositions au lieu de discours comme on peut les avoir souvent dans les enceintes abolitionnistes où tout le monde est d'accord et raconte la même chose, récite en fait. Donc très bien. Donc je suis en désaccord total avec le dernier point. Comme j'ai essayé de le montrer, la peine de mort n'est pas dissuasive, elle n'est pas juste, elle n'est pas efficace, elle est contraire à tous les principes, et par ailleurs, aucune prison en France ni dans le monde n'est un hôtel, d'accord, confortable, où on purge sa peine et d'où on sort en allant recommettre des meurtres. La récidive, c'est tout à fait minoritaire, etc. etc. Alors, depuis tout à l'heure, on a beaucoup parlé de banalisation de la violence. Je pense qu'il faut vraiment qu'on revienne sur ce terme. Personne ici ne banalise la violence. Dans nos sociétés, on a moins de violence qu'ailleurs, qu'autrefois. Il y a beaucoup d'analyses là-dessus qui sont faites, mais on va plutôt dans un principe de civilisation que de plus de violence. Là où en revanche je suis complètement d'accord avec vous, c'est sur la fascination qu'exerce la peine de mort et la violence, et notamment on le voit dans la littérature. Je suis complètement d'accord avec vous, la peine de mort a toujours, et ça commence maintenant à être le cas avec d'autres thèmes comme les disparitions, mais ce n'était pas le cas avant. Peine de mort, disparition, donc ces actes extrêmes de violence sont de plus en plus l'objet d'œuvres littéraires, ce qui montre l'ambivalence de l'humain face à ça, avec une forme de fascination.
le mois dernier en France, alors qu'on est débarrassé du châtiment capital depuis 1981, vous avez 2 ouvrages, un de Constance Debré qui s'appelle Protocole au pluriel qui vient de sortir, et Lars Noren, un petit livre qui s'appelle, je ne l'ai pas encore lu celui-là, un petit roman qui est sur l'histoire d'une femme condamnée à mort et exécutée aux États-Unis, Liz Montgomery. Donc oui, il y a vraiment une mobilisation. Alors, pour terminer sur ce que vous disiez sur la question éthique fondamentale, je suis totalement d'accord avec vous. La question éthique politique fondamentale, c'est le pouvoir de l'État, en effet. Quels sont les pouvoirs qu'il a et dans quel but, et quelles sont les prérogatives qu'il ne peut pas avoir, comme par exemple celle d'ôter la vie. Mais vous avez raison, c'est la question centrale. Et comment peut-il exercer ses pouvoirs de protection sans justement recourir à des formes de violence? Mais bon, c'est de façon universelle. Madame, de façon universelle. Avec cette technologie... C'est pas de façon universelle, me semble-t-il, puisque les États ne sont pas comparables. Oui, non, excusez-moi, c'est juste pour répondre à... Voilà, tout simplement. Alors, oui, plusieurs questions qui ont été posées ou réflexions assez intéressantes. Alors, je vais faire à peu près dans l'ordre ma prise de notes. Tout d'abord, je voulais faire une remarque. Donc, effectivement, la question de la banalisation de la violence revient très souvent. Et ça rejoint donc votre réflexion, monsieur, à savoir lorsqu'on banalise la violence et qu'on la considère quelque part comme acceptable. Et donc, s'il y a une question éthique et morale qui est assez centrale, c'est tout à fait vrai. On remarque que dans les pays qui ont aboli, qui viennent tout juste d'abolir la peine de mort, parfois le peuple, la population, est pour la peine de mort, en grande partie, peut-être pas en majorité, mais en grande partie. Et on remarque que génération après génération, la peine de mort ayant été abolie, par exemple le cas en France, arrivé dans les années 90, 2000, etc., oui, la question revient souvent, mais c'est souvent par des groupes minoritaires qui ont à cœur la violence de leurs projets politiques, sans citer de bord précis. Oui, plutôt d'extrême droite. Oui, exactement. Après, je ne sais pas si je peux dire ça au nom de CPM, mais disons que là, je parlerai en mon nom. Donc, pour reprendre ma posture ECPM, il se trouve que, arrivé dans les années 2000, etc., lorsqu'on fait de nouveaux sondages, êtes-vous pour ou contre la peine de mort, enfin, rétablissement, parce que ça va être aboli en France, on remarque que génération après génération, en fait, les gens sont pour cette abolition, que c'est rentré dans les mœurs et que c'est devenu acceptable, qu'il y a eu quelque part une forme d'intégration de ces normes-là. Et donc, oui, parfois sur le moment, on se dit, oui, mais il faut donner la légitimité populaire, et en fait, on se rend compte que ça finit par rentrer quand même dans les mœurs. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, cette forme de banalisation, évidemment, pose une question éthique et morale. Peut-on laisser légitimement le droit à un État d'exécuter quelqu'un de lui, ôter la vie? Des personnes qui vont considérer que, oui, au nom de l'honneur, au nom de différentes choses, qui sont souvent à géométrie variable pour les mêmes termes. Par exemple, qu'est-ce que l'honneur? Qu'est-ce qu'on met derrière ça? Enfin, ça peut être assez compliqué de le qualifier, et donc donner des raisons d'exécuter quelqu'un différentes. Donc déjà, là, il y a un aspect arbitraire. Ensuite, il y a bien quelque chose de central qui permet de répondre à ça, à cette question éthique et morale, pour vous répondre, monsieur. C'est bien le respect de la dignité. Ça, c'est quelque chose sur lequel on est tous censés être d'accord. Et on voit que dans l'application, la peine de mort ne respecte à aucun moment de la condamnation à l'exécution ce respect de la dignité humaine. Et la question, quelque part, de savoir si l'État est légitime ou non d'exécuter, de retirer la vie à quelqu'un, on va dire qu'il y a 2 camps, oui et non. Admettons que les deux ont raison, vraiment, je vous dis admettons, mais vous avez bien mon avis, à savoir que non déjà à la base. Eh bien, on voit même que dans les faits avérés après sur le terrain, que ce n'est juste pas possible. Même si on considérait que c'était moralement, éthiquement acceptable qu'un État condamne à mort, au nom de plusieurs raisons, en fait, on voit que dans les faits, il y a beaucoup trop de problèmes dans la peine de mort, dans sa condamnation et ses biais discriminatoires, dans son application dans les couloirs de la mort et les mauvais traitements que cela induit. Je ne parle même pas des violences sexuelles, etc., qui arrivent en plus. Alors juste le fait déjà d'être dans un couloir de la mort. Et ensuite au niveau de l'exécution, qui est déjà un acte mais d'une violence inouïe. Donc là justement, quand je pose ces mots-là, c'est bien pour lutter contre la banalisation de la violence, pour lequel on peut tous déjà être un peu victimes.
à force d'être exposé à de la violence, on finit par l'intégrer, même pour les plus grands défenseurs des droits. Et donc là, c'est bien pour essayer de rappeler cette boussole-là de la dignité humaine. Et enfin, concernant l'intervention de monsieur au premier rang, concernant donc la justice, il y a, ça a été dit dans l'intervention de Florence et la mienne, un problème entre l'individu, le cas individuel, la façon dont il pense, dont il fonctionne, à savoir ramener à sa condition humaine, émotionnelle, et la justice qui est censée être garante des passions les plus, des passions les plus extrêmes de l'être humain. La justice ne peut en aucun cas répondre à ce besoin émotionnel. C'est à travers une procédure claire, évidemment qui peut être faillible, d'où l'abolition de la peine de mort, que la justice répond à ces victimes-là. Donc soit en réparation du préjudice commis, ou alors il y a un aspect de punition qui peut aussi arriver sur la personne responsable du crime, mais cette punition ne doit pas aller jusqu'à la mort, au nom de plusieurs principes qui ont été énoncés. Donc en passant les biais discriminatoires qui font que la justice est particulièrement faillible, comme discrimination raciale, l'orientation sexuelle, le genre, le niveau économique, etc. Les erreurs judiciaires aussi. Il y a donc d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Déjà, c'est non dissuasif. Ça a été dit, mais c'est toujours important de le rappeler parce que c'est quelque chose qui revient souvent en disant ça pourrait peut-être régler le crime. Non. La peine de mort, quand elle est abolie, ne fait pas augmenter le crime, ne fait pas forcément baisser le crime, ça peut arriver, pareil pour l'augmentation, mais ce n'est pas lié à l'abolition en elle-même, c'est lié à d'autres facteurs. Pour lutter par exemple contre les viols et les violences sexistes et sexuelles en général, ce n'est pas avec la peine de mort qu'on va le résoudre. Alors là, pour le coup, c'est vraiment un de mes domaines, les droits des femmes et les dominations perpétrées en raison du genre. Il y a d'autres structures dans nos sociétés qui font qu'il y a des agressions sexuelles et des viols. Ce n'est pas avec la peine de mort que ça va être dissuasif. Lorsque des viols arrivent, c'est souvent dû à... Enfin, non, c'est pas souvent, c'est dû à une question centrale qui est celle de la domination et de l'appropriation des corps. Lorsque des femmes vont être violées dans un nombre mais phénoménal, je n'aurais même pas les mots pour vous le qualifier, c'est innommable, en RDC par exemple, ou au Soudan, le viol, c'est une arme de guerre. Et c'est pas la peine de mort ou les exécutions, ou même l'idée pour les gens qui sont responsables de ces viols-là dans le cadre de crimes de guerre, et en l'occurrence crime contre l'humanité, il me semble que c'est rentré dans ce cadre-là, le viol comme arme de guerre, c'est ça, crime contre l'humanité, que les personnes responsables de ces viols de guerre vont s'arrêter. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la perspective de se faire condamner devant la CPI ou la CIJ, en fonction de qui est visé par ça. Ce n'est pas ça. C'est bien la façon dont ça va être intégré, la façon dont, en l'occurrence, les hommes, qui sont pour la plupart concernés par cette notion de domination, car posée au-dessus en domination sur les femmes, ce qui ne veut pas dire que les hommes, évidemment, restent messieurs, qu'on va résoudre ce problème-là de viol de guerre. C'est bien parce que ça a une utilité sociale, le viol de guerre, ça va être utilisé. Et ce n'est pas la perspective de la mort qui va faire renoncer à ces personnes-là ce genre d'acte. Ce n'est pas ça qui va les ramener à l'humanité, qui va réhumaniser les victimes. Ce n'est pas la peur de la mort qui va leur faire prendre conscience qu'en face d'eux, ils ont des êtres humains, qui pourraient être leur mère, leur fille ou leur sœur. Donc non, la peine de mort n'est en aucun cas dissuasive. On le voit avec le cas par exemple de Patrick Henry, qui est un cas assez emblématique, qui est un criminel, qui a tué beaucoup de gens et qui était pour la peine de mort. Et lorsqu'il a tué ces dizaines de personnes, c'est pas la perspective de la mort en vigueur pour laquelle il était favorable d'ailleurs, qui lui a permis de renoncer à ces crimes-là. En plus de tous les arguments qui ont été donnés, je vais terminer là-dessus, la peine de mort en soi est un acte de torture. On le voit dans la façon dont c'est perpétré, c'est entaché de souffrance et de souffrance physique et psychologique. Alors désolé, je fais un petit peu de redite, mais c'est important de le marteler, parce qu'en fait, la peine de mort, il n'y a rien qui va du début à la fin. C'est traumatisant pour tout le monde, que ce soit pour les victimes aussi, les proches, les condamnés. Et c'est un obstacle à la vérité. Et lorsqu'on a à cœur d'avoir une justice qui répare, qui restaure la dignité humaine, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'en plus des erreurs judiciaires, donc condamner des victimes, l'État se rend coupable du crime qu'il est censé condamner. Il y a cette notion d'empêcher les familles des victimes ou les victimes elles-mêmes d'un jour
pouvoir trouver en elle la force et les éléments autour pour essayer de se remettre de ce qui a été passé, de ce qui s'est passé, pardon. Le droit à la vérité, c'est ça qui va aider les victimes à faire face aux crimes commis. La peine de mort n'efface pas le crime, la peine de mort ne le répare pas. La peine de mort ne fait seulement qu'aggraver une situation ou juste la laisser banalement ainsi. Je vous remercie. Merci Florence, merci Lorna. Effectivement, ta conclusion, Lorna, nous permet de nous introduire dans le débat prochain sur le dossier justement du procès de Laval-Tirepin. Et en Algérie, nous avons initié avant le RR, il existait la coalition nationale pour l'abolition de la peine de mort en Algérie. Après dissolution de tout ce qui restait comme société civile en Algérie, notamment la Ligue algérienne et le Rassemblement Action Jeunesse, les restrictions sur SOS disparu, le CFTA, tous les collectifs existants, la coalition n'existe plus. Et c'est pour ça, merci à Riposte d'avoir initié ce débat, pas seulement sur le dossier de Laval-Tirepin, mais c'est sur les enjeux, surtout juridiques et politiques, de l'abolition. Ce qui va nous permettre d'avoir des débats de fond, parce que nous n'avons pas eu de débat, d'initier ces débats. Et ensemble, on pourra effectivement songer et penser à des activités, à des débats autres qu'aujourd'hui, pour la compréhension de la question. C'est très important de cerner la question politiquement, comme l'a dit Mohamed, mais aussi sur un plan juridique. N'hésitez pas à discuter avec Florence et Lorna. On va clôturer le premier panel.